J'ai sauvé sa vie. Il m'a trahi pour sa carrière. La poussière rouge s'accrochait à tout, une chape étouffante sur les plaies ouvertes d'une ville dévastée. Chaque souffle râpeux brassait des particules de terre et des souvenirs de mort. Nous étions là depuis 3 mois, Jean et moi, 2 reporters de l'Agence mondiale de presse, cherchant l'angle humain, l'histoire derrière les gros titres sur les milices et les déplacements de population. Antoine, mon binôme, était l'archétype du journaliste ambitieux, toujours à l'affût, charismatique, avec ce flair pour le scoop qui me manquait parfois. Moi, j'étais plus en retrait, plus observateur, plus marqué par la souffrance que par l'adrénaline de la course à l'info. Nous étions différents, mais complémentaires, jusqu'à ce jour. Le contact qu'Antoine avait trouvé, un ancien chef de faction qui prétendait vouloir parler de paix, nous avait conduits dans une banlieue sud, un labyrinthe de ruelles effondrées et de bâtiments criblés de balles. La méfiance suintait des murs. Chaque ombre semblait cacher une menace. Notre véhicule, un vieux 4x4 blanc à moitié déglingué, avançait prudemment. J'avais le carnet de notes prêt. Antoine tenait la caméra, le visage tendu mais les yeux brillants d'excitation. C'était le genre d'histoire qui propulse une carrière. Nous n'avons jamais atteint la maison du contact. À la sortie d'un virage, l'embuscade. Une explosion assourdissante a secoué le monde, suivie immédiatement par le crépitement des armes automatiques. Notre 4x4 a tangué, un pneu avant d'arracher, le moteur crachant de la fumée. Nous avons percuté un mur. Le silence après l'explosion n'a duré qu'une fraction de seconde, avant que les tirs ne reprennent, visant notre épave fumante. « Sors! Sors !» j'ai crié, mon corps endolori par le choc. J'ai ouvert ma portière avec difficulté. Les flammes commençaient à lécher le capot. Je me suis jeté au sol derrière l'épave, cherchant une couverture. Antoine n'avait pas bougé. « Antoine ?» Passe de réponse. J'ai rampé, l'adrénaline pompant dans mes veines, les balles sifflant au-dessus de ma tête. J'ai regardé à l'intérieur. Le volant avait écrasé sa poitrine. Il était coincé, les yeux révulsés par la douleur, le visage pâle de terreur. La portière côté passager était bloquée, tordue. Le feu gagnait du terrain. L'habitacle se remplissait d'une fumée âcre. Le réservoir risquait d'exploser à tout moment. Pas le temps de réfléchir. J'ai tiré de toutes mes forces, mais à toutes mes forces, sur ce qui bloquait le siège, sur son corps, luttant contre le métal tordu et la panique montante. Antoine gémissait, incapable de bouger. La chaleur était intenable. Les flammes léchaient désormais l'intérieur. J'ai saisi ses épaules, me fichant de la douleur, et j'ai tiré encore, une force désespérée née de l'instinct. Le métal a cédé avec un hurlement, et j'ai réussi à le dégager. Il était lourd, inerte, ses jambes apparemment prises aussi. Non, elles étaient juste coincées sous le tableau de bord effondré. J'ai tiré, jusqu'à ce qu'il soit libre. Les tirs continuaient, mais de manière plus sporadique, comme si les assaillants vérifiaient s'il y avait des survivants. Il fallait s'éloigner de l'épave qui allait exploser. J'ai passé son bras valide autour de mon cou. Il boitait lourdement, s'appuyant de tout son poids. Nous avons titubé sur quelques mètres, cherchant un abri plus sûr, derrière un mur en ruine qui nous offrait un semblant de protection. Une explosion a déchiré l'air derrière nous. Le 4x4 venait d'exploser dans un brasier infernal. Nous étions blessés, choqués, couverts de poussière et de sang, mais vivants. Antoine s'est affaissé contre le mur, respirant difficilement, se tenant la poitrine. « Jean, tu m'as sauvé » a-t-il murmuré,
ses yeux humides me fixant avec une gratitude profonde. Ce regard, je ne l'oublierai jamais. Dans ses yeux, il y avait la peur de la mort et la reconnaissance infinie envers celui qui l'en avait arraché. Nous sommes restés là, blottis contre les pierres froides, attendant que l'enfer se calme, espérant qu'une patrouille nous trouve. Antoine était en état de choc, sa douleur physique s'ajoutant au traumatisme. J'essayais de rester lucide, d'évaluer nos chances, de préparer ce que nous dirions. Nous avions perdu tout notre matériel, caméras, carnets, téléphones satellitaires. Tout était parti en fumée. L'histoire que nous étions venus chercher n'existait plus, avalée par les flammes, remplacée par notre propre drame. Les secours sont arrivés des heures plus tard, alertés par des villageois. Les soldats de la paix nous ont trouvés, 2 silhouettes fantomatiques, assises dans les décombres, fixant le brasier qui avait été notre véhicule. Antoine a été évacué en priorité à cause de sa blessure à la poitrine et de son état de choc. J'ai suivi, hébété, le corps douloureux et l'esprit encore plein des images de l'explosion et du visage terrifié d'Antoine. Sur le chemin de l'hôpital de campagne, il tenait ma main, serrant fort, répétant doucement « Merci, Jean, merci ». Cet instant-là, ce lien créé dans l'horreur, semblait indéfectible. Je pensais que ce lien, cette expérience partagée de la vie et de la mort, nous lierait pour toujours. J'avais tort. L'ambition est une force puissante, capable de déformer la réalité et d'effacer les dettes les plus sacrées. Le retour, la récupération et l'impitoyable machine médiatique allaient bientôt le prouver. Le retour à l'agence a été un mélange de soulagement et de tourbillons médiatiques. Nous étions les survivants de l'embuscade, les reporters qui avaient frôlé la mort. L'agence, avide de relancer l'intérêt pour le conflit et de capitaliser sur notre scoop, a organisé notre retour en grande pompe. Antoine, dont la blessure à la poitrine s'est avérée être des côtes cassées et un pneumothorax superficiel, était encore pâle et marchait avec précaution, mais son regard avait retrouvé sa lueur d'ambition, doublée d'une nouvelle intensité. Moi, mes blessures étaient moins visibles. Contusion, brûlure légère, mais surtout le choc qui s'était installé sournoisement. Nous avons été accueillis en héros, les flashs crépitaient, les collègues nous serraient dans leurs bras. Le directeur de l'agence en personne nous attendait. « Mes garçons, vous avez eu une chance incroyable, mais vous avez tenu bon. Quelle histoire !» a lancé le directeur, une main sur l'épaule d'Antoine, l'autre sur la mienne. L'histoire, c'est ça qui les intéressait, pas le traumatisme, pas la peur viscérale, pas le fait qu'un de nous ait failli y laisser sa peau. L'histoire. Dès le lendemain, la machine s'est mise en route. Antoine, rétabli suffisamment pour travailler à distance, a commencé à rédiger l'article sur l'embuscade. J'étais censé collaborer, mais j'avais du mal à me concentrer. Les images me hantaient. Antoine, lui, semblait retrouver son énergie dans l'écriture. Il était au téléphone en permanence, dictant des notes, discutant des angles. Je l'entendais parler de leur épreuve, de leur survie. C'est là que j'ai commencé à percevoir les premiers glissements. On a été surpris, oui, mais on a gardé notre sang-froid, expliquait-il à un producteur de télévision. On a réussi à s'extraire du véhicule juste avant qu'il explose. J'ai écouté attentivement. Pas « je t'ai tiré de là », pas « j'ai réussi à le dégager ». On a réussi à s'extraire. Comme si c'était un effort mutuel, une sortie d'équipe planifiée, pas un acte désespéré pour arracher un corps inerte des flammes. J'ai mis ça sur le compte du choc, de la façon dont la mémoire réarrange les événements traumatisants. Peut-être qu'il se souvenait différemment.
Puis j'ai lu les premières ébauches de son article. L'embuscade était décrite avec une précision glaçante, mais la séquence de l'extraction était floue, noyée dans une description générale de l'horreur. Mon rôle était minimisé, présenté comme celui d'un binôme solidaire, mais pas comme celui du sauveur. Il utilisait constamment le « nous ». Nous nous sommes retrouvés pris au piège. Nous avons lutté pour sortir. Nous avons trouvé refuge. Un après-midi, je me suis assis à côté de lui, alors qu'il révisait l'article. « Antoine, il faudrait être plus clair sur la façon dont on est sorti. Le véhicule brûlait, j'ai dû te dégager. » Il a levé les yeux de l'écran, son sourire habituel un peu tendu. « Oui, bien sûr. Mais tu sais, pour l'article, il faut un certain rythme. Se concentrer sur l'épreuve, la survie face à l'adversité. Les détails techniques de qui a tiré sur qui sont moins importants pour le lecteur que l'émotion, l'intensité du moment. Et puis, c'est notre histoire, notre épreuve collective. » Collective? Antoine, tu étais coincé. Le feu, si je n'avais pas... Je sais, Jean, et je t'en serai toujours reconnaissant, vraiment. Mais dans l'écriture, il faut penser à l'impact. L'histoire de deux reporters qui survivent ensemble à une embuscade, qui s'entraident. C'est plus puissant que celle d'un type qui en sauve un autre. C'est plus universel, plus vendeur pour l'agence. Vendeur, c'était le mot-clé. L'histoire n'était pas notre vérité brute. C'était un produit à vendre, une opportunité de briller. Et dans cette version, mon rôle de sauveur embarrassait peut-être la narration qu'il voulait construire. Il voulait être le reporter courageux qui a survécu à l'enfer, pas le reporter sauvé par son collègue. L'article est sorti quelques jours plus tard, accompagné de photos de nous deux, souriants et hagards, à notre arrivée. Il a fait la une. Le récit était haletant, dramatique, parfaitement écrit. Et comme je l'avais redouté, ma contribution à notre survie était diluée, à peine mentionnée, perdue dans le flot du nous collectif. Le focus était sur la résilience face à l'horreur, sur le professionnalisme malgré le danger, sur l'instinct de survie partagé. Antoine était crédité comme l'auteur principal, le visage public de cette histoire. Les interviews ont suivi. Il passait de plateau télé en studio radio. Je l'accompagnais parfois, relégué au rôle de l'équipier silencieux. Je l'entendais raconter leur histoire, l'adaptant légèrement à chaque fois, gommant un peu plus les aspérités, polissant la version pour la rendre toujours plus héroïque. Pour lui, il parlait de leur courage, de leur détermination, jamais de l'instant où j'avais tiré son corps inerte des flammes. Jamais il ne disait « J'ai failli mourir et Jean m'a sorti de là, au péril de sa vie. » Non, c'était toujours « Nous avons réussi à nous en sortir. » Le coup de grâce est arrivé 1 mois plus tard. L'agence a annoncé la promotion d'Antoine au poste de chef du service grand reportage. Il a été présenté comme le modèle du journaliste moderne. Courageux, déterminé, capable de ramener des histoires de l'enfer et de les raconter avec talent. Son article sur l'embuscade était cité comme l'exemple parfait de son potentiel. Dans la foulée, il a été nominé pour un prix de journalisme prestigieux. Je suis allé le voir dans son nouveau bureau, un grand espace lumineux avec vue sur la ville. Il était souriant, débordant d'une énergie nouvelle, d'une assurance que je ne lui connaissais pas avant l'embuscade. « Félicitations, Antoine », ai-je dit, essayant de masquer l'amertume qui me rongeait. « Merci, Jean. Tu vois, notre épreuve a porté ses fruits. Ça montre à la direction que je suis capable de gérer des situations extrêmes, de ramener l'information coûte que coûte. C'est un tremplin incroyable. »
Notre épreuve, ai-je répété doucement. Tu veux dire l'épreuve où j'ai risqué ma vie pour te tirer d'une épave en feu? Son sourire s'est figé. Le masque est tombé 1 seconde. John, on ne va pas refaire l'histoire. C'était une situation d'urgence. On a agi instinctivement. On s'est aidés mutuellement à s'en sortir du mieux qu'on pouvait. Non, Antoine, il y a un instant où j'ai pris le risque de mourir pour toi, quand tu étais piégé et que le véhicule allait exploser. Tu m'as remercié, tu as dit que je t'avais sauvé. Et maintenant, tu construis ta carrière sur une version édulcorée où mon rôle est effacé. Il a soupiré, un soupir d'agacement, comme si je gâchais sa victoire avec mes reproches mesquins. Écoute, la vie est compliquée. Le journalisme l'est encore plus. Il faut saisir les opportunités. Cette histoire telle qu'elle est racontée m'ouvre des portes. Ce n'est pas que je n'apprécie pas ce que tu as fait, mais il faut penser à l'avenir, à l'impact. Et puis, on a tous les deux souffert, non? C'était dur pour toi aussi. Il minimisait, rationalisait, inversait la charge. Il transformait mon acte de sacrifice en un simple incident partagé pour mieux s'approprier le mérite de la survie. La gratitude profonde que j'avais vue dans ses yeux au milieu des décombres était désormais remplacée par une justification opportuniste. La trahison était consommée. La trahison n'est pas qu'un coup dans le dos. C'est l'air qui se raréfie, la confiance qui s'évapore, la réalité qui se tord jusqu'à devenir méconnaissable. Après cette conversation dans son nouveau bureau rutilant, l'agence est devenue un lieu toxique pour moi. Voir Antoine, le visage souriant sur les affiches promotionnelles de l'agence, entendre ses interviews glorifier leur survie, alors que je savais qu'il avait bâti ce succès sur un mensonge, sur l'effacement de ma propre action, était une torture quotidienne. Mes collègues me félicitaient, parfois mentionnant l'embuscade. « Vous avez eu de la chance de vous en sortir », disaient-ils. Personne ne mentionnait ma part dans cette chance. Antoine s'était assuré que la version officielle soit la sienne. Il avait utilisé notre traumatisme partagé, et spécifiquement l'instant où je l'avais arraché à la mort, pour forger sa propre légende. Le prix du sang que j'avais versé était sa promotion. J'ai envisagé d'en parler, d'aller voir le directeur, de raconter la vérité. J'ai pensé à la réaction, ma parole contre la sienne, celle du journaliste vedette, tout juste promu, dont le succès profitait à l'agence. On me verrait comme jaloux, aigri. On me reprocherait de vouloir ternir l'image d'un héros, de nuire à l'agence elle-même. Antoine était doué pour la manipulation. Il pourrait facilement retourner la situation, me dépeindre comme instable après le choc, incapable d'affronter sa réussite. Je serais discréditée, mise au placard. L'idée de le voir échapper à toute conséquence, et en plus de me nuire davantage en me dénonçant, était insupportable. J'ai aussi pensé à écrire mon propre compte-rendu, ma version de l'histoire. Mais qui me croirait? L'agence avait déjà investi dans la version d'Antoine. L'histoire officielle était écrite. Et puis, mettre des mots sur cet acte, le décrire froidement, cela aurait paru exhibitionniste. Une tentative tardive de revendiquer un mérite que je ne cherchais pas initialement. Je voulais juste que la vérité, notre vérité, soit reconnue. Pas pour la gloire, mais pour l'intégrité de notre lien, pour le respect de ce qui s'était passé dans cette banlieue dévastée. J'ai commencé à m'éloigner, moins présent aux réunions. Je refusais les reportages en binôme avec Antoine, trouvant des excuses vagues. Il semblait à peine le remarquer, trop occupé par ses nouvelles responsabilités et sa gloire naissante. Il rayonnait, un peu plus arrogant chaque jour, un peu plus éloigné de l'homme terrifié que j'avais tiré des flammes.
Le souvenir de sa gratitude initiale devenait une douleur lancinante, un rappel constant de l'ampleur de sa trahison. Cette dette de vie qu'il avait contractée dans un moment de vulnérabilité extrême, il l'avait revendue au plus offrant, sa carrière. Quelques mois plus tard, la cérémonie de remise des prix eut lieu. Antoine était nominé, favori. J'avais hésité à y aller. Voir la consécration de son mensonge était une perspective difficilement supportable. Mais une part de moi voulait voir jusqu'où il irait, voir s'il y aurait un instant de remords, une fissure dans sa façade. J'y suis allée, assis loin dans la salle, une simple silhouette dans l'audience. Quand son nom a été annoncé comme le lauréat, un tonnerre d'applaudissements a éclaté. Antoine Emansa est monté sur scène, impeccable dans son costume sombre, son sourire éclatant, la statuette brillante dans la main. Il a fait un discours parfait, remerciant l'agence, ses collègues, mentionnant l'équipe qu'il avait soutenue. Il a parlé de leur expérience, de leur détermination à faire la lumière sur les zones d'ombre du monde. Pas un mot sur l'acte précis qui l'avait maintenu en vie, pas un regard dans ma direction, juste le « nous » englobant qui effaçait ma présence, mon geste. En le regardant, triomphant sur l'estrade, acclamé par la foule, j'ai ressenti un vide immense. Ce n'était pas de la jalousie, c'était le dégoût de voir l'hypocrisie récompensée, de constater que dans ce monde, la narration peut écraser la vérité, que l'ambition peut piétiner la loyauté. J'ai quitté la salle avant la fin de la cérémonie. Je n'avais plus ma place là-bas, plus ma place à l'agence. La poussière rouge de cette banlieue lointaine me semblait plus honnête que le parquet ciré de ce lieu de célébration. Je ne l'ai jamais dénoncé publiquement. Je ne pouvais pas me résoudre à me battre dans la boue, à déballer cette histoire sacrée et violée devant un public avide de scandales. J'ai pris une autre voie. J'ai démissionné, sans fanfare ni explication détaillée. J'ai dit que j'avais besoin de changer d'air, de faire une pause après le traumatisme. Antoine m'a appelé, surpris. « Tu es sûr? Tu as du potentiel ici ?» a-t-il dit, avec une pointe de gêne. J'ai senti qu'il était soulagé de me voir partir, que ma présence silencieuse le dérangeait plus qu'il ne voulait l'admettre. Je suis partie loin du journalisme d'agence, loin des feux, des projecteurs et des opportunités. Je me suis installée à la campagne, j'ai trouvé un travail simple, loin de l'adrénaline et des trahisons. Parfois, je vois Antoine à la télévision, interviewé en tant qu'expert sur les conflits internationaux, toujours aussi charismatique, toujours aussi doué pour raconter ses histoires. Il a réussi, comme il le voulait. Il a construit sa carrière sur ma vie, sur mon sacrifice. La cicatrice sur mon cœur est plus profonde que n'importe quelle blessure physique. J'ai sauvé sa vie. En retour, il m'a montré jusqu'où l'ambition peut mener un homme, jusqu'où il peut aller pour réussir, même si cela signifie piétiner la gratitude, effacer la vérité et trahir celui qui l'a arraché à la mort. J'ai perdu un ami, un collègue et une part de mon innocence dans cette banlieue lointaine. Lui a gagné une carrière. J'espère, sans y croire vraiment, que le poids de son mensonge finira un jour par le rattraper, ou du moins par l'empêcher de dormir.